Bonsoir. Bon ben je sors du Cinoche, j'ai été voir Tony Erdmann. C'est... Ouh. À décrire comme ça, je crois que j'ai passé tout le film à essayer de réfléchir à ce que je pouvais dire pour le décrire ensuite. J'y suis toujours pas parvenu, le film dure 2h30. J'ai eu l'impression... En fait, on sent que le film dure longtemps, mais on sent pas que le temps passe longtemps. Vous savez, à la fin, on sait que le film a duré longtemps parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été traitées. Mais au final, le film en lui-même passe correctement. Les successions de péripéties s'enchaînent correctement. L'intrigue ou les intrigues, les successions de questionnements, de remises en cause, de façon de vivre, de penser, tout ça s'enchaîne très très bien. J'ai évité de faire un spoiler, mais quand même. C'est un film allemand qui... Alors, je vais entrer dans une zone sombre, vous n'allez plus rien voir. Désolé, je traverse. Hein, je suis à Cours-Saint-Émilion. À pied, je rejoins Bercy. Donc, c'est un film allemand. Donc, qui se base principalement à Bucarest et qui suit une femme d'affaires. Je n'ai pas très bien compris quel était son métier, mais grossièrement c'est de la réorganisation d'entreprise, virer des gens pour mettre à jour un site d'extraction de pétrole en Roumanie. Et donc c'est vraiment entre la Roumanie, la Bulgarie et l'Allemagne que ça se passe. Mais on suit cette femme. Et cette femme a un père qui adore faire des blagues, qui n'est rattaché en Allemagne que par son chien et sa mère. Et au début du film, le chien vient à décéder. Et du coup, le père s'en va. Et il fait une surprise à sa fille. Et il arrive chez elle, à Bucarest. Et en fait, il veut savoir si sa fille va bien. Et pour elle, aller bien, c'est être dans ce monde froid et distant, dur, glacial. On a un aperçu de sa sexualité qui est très, très décousue, très distante, très... Comment dire, robotique presque. Pas dans le sens mécanique du robot, dans le sens presque Spock, vous voyez. Enfin, c'est vraiment tout est conscientisé. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de... On explique les choses, on externalise les choses et on attend dans un espèce de soupçon de froideur. C'est vraiment très étrange au final. Et ensuite, on découvre que le père est plutôt de nature écolo, un Allemand qui a sûrement bien gagné sa vie parce qu'il arrive à se payer des trucs, assez chers. Et puis, bon, ça se passe mal parce que elle est en bataille avec une autre entreprise qui doit sûrement l'échappoter. Et elle veut pas perdre son poste. Donc au final, elle participe à une soirée. Son père est présent parce qu'elle n'a pas le choix de l'emmener avec lui. Voilà. Son père fait des blagues et ça se passe mal et du coup elle lui demande de retourner en Allemagne, quoi. Et donc sa vie continue. Elle a 2 copines avec qui elle se drogue, avec qui elle va en boîte. Avec son éventuel collègue copain, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, son père est resté. Son père est resté, se fait passer pour un type qui s'appelle Tony Erdmann. Il porte une perruque, il porte des fausses dents, qui le fait passer pour un débile. Bonsoir. Non, désolé. Et... au final, son père s'impose à sa vie pour essayer de voir comment elle vit sa vie, elle. Et donc il va en soirée avec elle, il se drogue avec elle. Et c'est vraiment... On sent que le père veut lui apprendre une leçon. Et on sent que la fille
on sait pas trop en fait. Je ne vais pas non plus tout vous dévoiler, mais on sait pas trop quel est son placement. On sait qu'elle aime pas son père, du moins qu'elle n'arrive pas à assumer ce que son père est, et ce que la manière dont son père vit. Donc voilà, je vous avoue que c'est un film qui va me... Alors c'est un film, il faut savoir, il y a une scène dans le film, tout le film est très... C'est de la pression, et il y a une scène dans le film, c'est comme si on sabrait le champagne, ça explose. Et tout le monde a ri pendant 5 minutes dans la salle. Tout le monde. C'était une explosion de rire. C'était impressionnant. J'ai jamais vécu ça au cinéma. Vraiment. Il y a des films marrants. Mais là, c'était vraiment le besoin d'exprimer toute la pression du film à travers ce moment de rire. C'était très très bien filmé. Du coup, très bien organisé. Et du coup, je vous recommande d'aller le voir. Ce film va me laisser penseur pendant un bon moment. J'ai quasiment plus de batterie, donc c'est possible que la vidéo dure pas longtemps. C'est un film... je m'attendais pas à ça. En plus, c'est en allemand, donc c'est une langue que j'adore, mais c'est vrai que c'était totalement différent du point de vue des émotions, de l'humour, de comment on parle des choses intimes. Comment on transmet les choses à l'autre, si c'est un membre de la famille, si c'est pas un membre de la famille. Espèce de froideur allemande qui pourrait s'apparenter au flegme anglais, mais c'est pas vraiment la même chose. Enfin, c'est pas la froideur, c'est plutôt une distance qui existe dans la mentalité allemande par rapport aux choses, par rapport aux différents domaines de la vie en fait. Professionnel, personnel, et je vous avoue que moi ça m'a fait vachement réfléchir sur ce monde-là que je comprends pas, une sorte de business, show business, pas vraiment le show business, le business, le monde des affaires, un mélange de jet set aussi un petit peu, où on va dans des parties, où on essaie de s'éclater, on doit être toujours habillé, toujours montrer très important, toujours l'extérieur, toujours l'apparence, et donc on est entre guillemets comprimé dans cet univers qui vous... Je sais pas comment le dire. On est comprimé par toutes les choses qu'on s'impose pour correspondre à cet univers qui n'est pas forcément un univers où les gens existent vraiment. Chacun prétend ses apparences pour bien paraître ou pour obtenir les faveurs de quelqu'un d'autre. Et les moyens que les gens ont trouvé pour se détendre, c'est d'aller en boîte, ou dans des fêtes organisées très chères, où on boit beaucoup de champagne, on mange du caviar, et on débat sur des choses qui n'existent pas. Et puis on se drogue, et puis on baise, comme si... Ça m'a fait penser à un débat sur l'alcool que j'ai eu hier avec quelqu'un. Le fait de se bourrer la gueule, qui est quelque chose que je n'apprécie, que je ne vis pas en fait, je n'en ressens pas le besoin. Est-ce que se bourrer la gueule, ce serait pas pour désinhiber les parties de soi qu'on n'accepte pas en fait? Mais je me dis qu'il n'y a pas que ça. C'est les parties de soi qu'on n'accepte pas, dont on a quand même besoin, qu'on a quand même besoin d'exprimer. Vous voyez, c'est assez spécial. C'est notamment sa sexualité, notamment peut-être son côté extraverti, le fait d'oser faire des choses, de se balader à poil, de s'habiller. Je suis pas du coin, désolé. Comment? Oui. Oui. Ce film va me laisser pensif pendant un bon moment. Là, je vois qu'il me reste 3% de batterie, donc ça va vraiment pas tarder à couper. Enfin, 3%. Ah non, 12. Oh, vous avez de la chance, 12. J'avais mal lu les chiffres. Comment j'ai transformé 12 en 3? J'en sais rien. Non, mais... Ce film va vraiment me laisser penseur. Je vais réfléchir, je vais repenser à des scènes. Certaines sont quand même assez traumatisantes, d'autres sont très dérangeantes, d'autres sont drôles. D'un autre côté, je pense que ça se base aussi sur le cadre que les gens s'imposent. Le cadre commun de il faut agir de telle manière, il faut répondre de telle manière. Quand quelqu'un
vous lance un appel, vous devez répondre avec les conventions qu'on a établies dans la société à cet appel. Et si vous dérogez à ces conventions, si vous dérogez aux bonnes manières, entre guillemets, quelles que soient ces bonnes manières, pas forcément les bonnes manières françaises ou les bonnes manières d'une classe ou autre chose, eh ben c'est gênant et ça génère un stress, ça génère une pression. Et je pense que durant tout le film, en fait, c'est ça qu'on nous inflige. Durant tout le film, on nous impose ce mode de vie qui est à la fois un archétype, presque une exagération de toutes ces bonnes manières et de toutes ces conventions qu'on s'impose en société, qui est sûrement existant dans le monde des affaires, dans le monde de certaines entreprises, et que sur la fin, il y a vraiment cette scène qui est presque tout aussi puissante en termes de compression vis-à-vis de conventions, mais totalement à l'opposé. Vraiment l'extrême opposé en termes de conventions. Ça en est tellement choquant qu'on rigole et on s'attend à rigoler. Et la situation est... il faut que vous alliez voir ce film à la rigueur. D'ici un mois, je ferai une autre vidéo sur le film, pour ceux qui ne l'auront pas vu, parce qu'il n'y aura plus de spoiler, il sera plus au cinoche. Il y a vraiment cette scène, on sent que c'est complètement l'opposé, on est complètement choqué après toute la pression qu'on nous a foutue pendant tout le film pour penser d'une certaine manière, pour se mettre dans les stéréotypes d'une certaine manière, les conventions, les archétypes, tous ces trucs-là. Mais on est balancé à l'opposé de ça, et du coup, on a presque le souffle coupé. On sait qu'on va rire, on sait qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Et au moment où ça se passe, c'est l'effusion générale. Ben voilà, ça fonctionne très bien en tout cas. Oh, il y a du monde ici, j'aime pas quand il y a du monde. C'est chiant, il y a du monde. Les gens vous entendent parler, c'est pas privé ou d'accord, ok, tout le monde va m'entendre parler sur YouTube. Mais je sais pas, j'aime bien parler. J'ai presque l'impression qu'on me prend pour un con et j'ai pas envie qu'on écoute mes discussions privées et qu'on m'aborde sur des sujets au moment où je suis en train de me livrer sur des choses personnelles. Derrière une caméra, une fois que vous êtes derrière votre écran, ça me dérange pas que vous regardiez, que vous critiquiez, et que vous dites « Ah, c'est de la merde ce qu'il raconte, oh putain, qu'est-ce qu'on se fait chier, pourquoi il fait des vidéos ce type ?» Mais quand je suis dans la rue, ou quand je suis en tout cas en train de faire la vidéo, j'aime bien que je puisse exprimer pleinement ce que je pense. Quels que soient les mots que j'utilise, j'ai pas envie, si vous voulez, qu'ils soient jugés par quelqu'un d'extérieur, qu'ils soient interloqués, choqués et qu'ils viennent en parler avec moi maintenant. Parce que je suis en train de me livrer, parce que je suis en train d'essayer d'exprimer des choses, d'externaliser des sentiments, des ressentis, et qu'une personne pourrait venir rompre cet élan, en fait, entre guillemets. Et pour moi, c'est l'élan qui est le plus important. Donc voilà, j'arrive quasiment au métro. J'ai pas beaucoup joué à Pokémon Go. Aujourd'hui, j'ai été à la BNF. Je me suis pris une carte et quelque chose qui m'a choqué vis-à-vis de la BNF, c'est que c'est une bibliothèque publique, mais il y a des bouquins auxquels on n'a pas accès. Et il y a des salles auxquelles on n'a pas accès. Il faut avoir une dérogation spécifique d'une université ou d'un projet de recherche, voire même au-dessus, pour avoir accès à certains livres. Expliquez-moi quelle est l'utilité du partage du savoir et de l'accès public du savoir si il y a des morceaux du savoir auxquels on n'a pas accès pour je ne sais quelle raison. Quelles seraient les raisons de bloquer l'accès? Je ne vous parle pas de donner l'accès à tout le monde, de dire allez-y, lisez, apprenez ça. Mais ne serait-ce que laisser l'accès aux gens, laisser la possibilité aux gens de choisir s'ils veulent apprendre, s'ils veulent découvrir, s'ils veulent faire des erreurs en apprenant quelque chose de particulier. Vous voyez? Moi-même, je suis conscient qu'il y a des morceaux, il y a des choses que j'aimerais ne pas savoir, que j'aurais aimé ne pas apprendre, ne pas découvrir, ne pas ressentir. Parce que ça interfère avec mes jugements dans pas mal d'autres cas et que les gens ne comprennent pas pourquoi, mais sans qu'ils l'aient vécu, donc ils ne comprennent pas mes réactions et donc ça me pose des problèmes avec des interactions. Oh, ça schlingue la vase ici. Ouh, c'est violent. J'adore cette odeur, mais c'est une odeur particulièrement violente. Mais là, je comprends pas. C'est une bibliothèque nationale de France, BNF, et en payant 20 € l'année, bon, vous avez un accès à toutes les expositions et la salle au jardin. Mais
les salles de recherche sont accessibles uniquement sur présentation d'un projet de recherche et validation par un conseil supérieur universitaire ou par des autorisations supérieures. Quel est l'intérêt, je veux dire? Par exemple, j'aimerais bien faire une recherche sur les dictionnaires historiques du sanskrit ou des textes védiques ou des trucs comme ça. Je ne peux pas y accéder. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme de la recherche universitaire et que du coup, il me faut une justification. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que je suis bloqué dans ma recherche personnelle d'informations, comme si on voulait bloquer mon savoir. Bref, je vous laisse. À plus. Je vous ai pas laissé longtemps, il y avait juste des gens qui passaient. J'avais pas envie que moi en pleine explication, en pleine crise devant un téléphone portable. J'ai l'impression de me sentir con en fait. Enfin, j'ai pas l'impression. Je me sens con de parler à un téléphone portable. J'ai une sensation de ridicule qui est étrangement quelque chose que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Le ridicule ne m'a jamais fait peur. Mais là, je me sens ridicule de parler à un téléphone portable et de faire une vidéo comme ça. Et de me balader avec mon téléphone portable devant moi, à parler à voix haute, que les gens se retournent, ça me met mal à l'aise. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais eu cette sensation plus jeune. Jamais. Et du coup, je m'excuse de la coupure que ça va produire, puisque je vais devoir rassembler 2 fichiers vidéo. Oui, je pouvais appuyer sur pause. J'ai complètement zappé. Voilà. Donc, j'ai passé l'après-midi à la BNF, section droit, pour des questions personnelles. J'ai joué un tout petit peu à Pokémon Go, mais ça. Je suis toujours niveau 21, j'avance peu. Hein. Je dois en être à 50 000 sur 75 000. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ma vie s'est résumée à ça aujourd'hui. Et demain, je vais éplucher tout ce que je me suis envoyé par mail depuis la BNF. Et je pars en Hongrie lundi en fait, je ne pars pas dimanche. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui, je pars lundi. Je croyais que je partais dimanche et je pars lundi en fait. Est-ce que je vous ai précisé que je partais lundi? Bref, voilà. Donc bonne soirée à tous. Et s'il y en a qui ont envie de me laisser des commentaires, je serai plus qu'heureux. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. J'attends des commentaires. Je les lirai tous et je répondrai avec attention. Bye.